toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 9e épisode du 7e argument. Elle est là. Et c'est la seule aujourd'hui. Effectivement. Donc j'ai envie de vous dire... voilà, moi sincèrement je suis un peu désespéré. Est-ce qu'on avait préparé l'émission avec Gabriel notamment, Oui. qui devait être avec nous, qui a été voir les 4 films, donc on fait une petite pensée à toi. Mathieu, dans tous les cas, ne devait pas pouvoir être avec nous. Il était en tournage. Il était sur un tournage et dans tous les cas, il a dû rentrer et il ne pourra quand même pas parler de ses films. Donc on fait un gros bisou à eux deux. On pense fort à vous et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, Mathieu et Gabriel, si vous avez envie, ce que vous avez pensé en brief et en rapide des films qu'on va vous présenter aujourd'hui. Avant de commencer, oui, effectivement, si on n'est que deux, c'est parce que le déconfinement, on aimerait le déconfinement. Là, c'est une pensée profonde que tu viens d'avoir. Voilà, tu vois, c'était inconscient. Le reconfinement s'est mis en place quelques jours au moment où on enregistre cette vidéo. Et du coup, c'est bien triste puisque les films qu'on va vous présenter, on ne sait pas quand vous pourrez les voir. Bah non, parce qu'Adieu les cons venait de sortir. Adieu les cons venait de sortir. On va vous parler aussi de 3 autres films qui sont sortis courant octobre et qui, j'espère, auront une autre vie après le déconfinement, en décembre ou peut-être après, je ne sais pas quand, parce que je ne crois plus en rien. Mais si, je pense qu'ils vont faire la même méthode qu'ils ont faite pour le premier déconfinement, c'est-à-dire que les films qui venaient tout juste de sortir, après le déconfinement, c'est eux qui ont mis bien. En fait en... Ouais, ça serait bien. Je pense que pour Adieu les cons et de Drunk, ils le ressortiront peut-être parce que ce seront plutôt des beaux succès en salle. Et le dernier train pour Busan, je pense aussi qu'ils vont le mettre. Alors non, c'est plutôt Peninsula. La suite, on verra. On va voir. En tout cas, si vous avez l'occasion de les voir plus tard ou de les acheter en physique, n'hésitez pas à regarder ces 4 films. Donc en fait, on va en parler, mais on est un peu frustré de se dire qu'on va en parler un petit peu peut-être pour rien. Mais en tout cas, on va vous donner nos retours. Ouais, je suis pessimiste aujourd'hui. Mais oui. Je suis triste pour le cinéma. Et moi, je suis là pour vous apporter le positif de la journée. C'est le soleil, moi c'est la nuit. Regardez nos couleurs de pull. Non, je suis juste en petite parenthèse, je suis un peu triste puisque le cinéma a du mal à se relever. Il se relevait très gentiment là ces dernières semaines. Ça souhaite se relancer et là c'est de nouveau une claque. Donc voilà, j'espère que des aides seront vraiment mises en place et que quand il y aura le déconfinement, il faudra penser fortement à aller au cinéma parce que puis comme tout, comme un peu pour tout, tout ce qui est dans l'art est en train de prendre cher. Donc voilà, faudra soutenir ceux qui en ont fortement besoin et voilà, ça... Ouais, moi je suis un peu triste pour le cinéma aujourd'hui, mais on va essayer de vous en parler avec cœur et avec chaleur. Avec cœur. En tout cas, pour la deuxième petite parenthèse, je voulais vous remercier tous ceux qui ont regardé notre court-métrage Halloween, puisqu'effectivement, notre court-métrage, oui, réalisé par moi, mais on est une équipe, c'est pas que moi devant et derrière la caméra. Je vous remercie en tout cas pour les retours qu'on a eus. On a eu des retours vraiment très positifs. J'ai l'impression qu'il fait un peu l'unanimité en termes de fan-film, donc je suis plutôt content. Donc merci à tous ceux qui l'ont regardé, qui l'ont partagé. Toute l'équipe aussi qui est derrière, qui l'ont partagé, je pense fort à vous, merci. Et si vous ne l'avez pas vu ou si vous avez envie de le revoir, il y aura un petit lien là qui va s'afficher, vous pourrez aller voir Halloween, la véritable histoire, puisque même si Halloween est passé, on peut encore se faire des frayeurs jusqu'à cette fin d'année. Et puis vu qu'on est confiné, autant se faire des frayeurs jusqu'au bout. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'était ma deuxième petite parenthèse, on la referme, et ne perdons pas de temps, on va commencer avec la première. Bonne annonce. Et c'est parti. Et vous venez de voir la première bande-annonce de notre sélection de ce mois-ci. C'est un petit peu le film événement du mois, puisqu'on attendait avec grande impatience le nouveau film de Albert Dupontel, qui s'appelle très en vogue et très en l'air du temps Adieu les cons, qui est sorti effectivement fin octobre et qui a fait un petit succès en salle et j'espère continuera quand ça reviendra. Puisqu'effectivement, nous on va essayer de vous en parler avec les souvenirs qu'on a. On n'a pas eu l'occasion, en fait on l'a vu en début juillet, en avant-première. C'était une super avant-première d'ailleurs. Et on n'a pas eu le temps de le revoir avant ce reconfinement depuis. Donc on va faire avec nos souvenirs, qui sont peut-être un petit peu loin, mais en tout cas on en garde quelques souvenirs largement, puisque c'est un film qu'il faut soutenir et qu'il faut aller voir. Donc réalisé, comme je vous ai dit, par Albert Dupontel, il y a au casting lui-même, il y a Virginie Efira, il y a Nicolas Marié, etc. etc.
Alors, le film raconte quoi? On va suivre le personnage de Virginie Fira qui s'appelle Suze Trappé. Elle a une quarantaine d'années et elle va apprendre... Le nom te fait rire? Le nom d'alcool? Suze Trappé, c'est ça? Oui. Ok, t'avais oublié son prénom? Oui, elle a oublié son prénom. Je l'ai relu à l'instant. Donc Suze Trappé, c'est son nom. Elle a un nom très alcoolisé. Suze quoi? On sait pas. Non, Suze, pas Sus. Ça commence bien. Suze Trappé, du coup, a une quarantaine d'années. Elle apprend qu'elle est atteinte d'une maladie un petit peu incurable et sa dernière volonté, ça va être de vouloir retrouver un enfant qu'elle a dû abandonner à l'âge de ses 15 ans, qui elle avait mis au monde. Et elle va se lancer dans une guerre un petit peu administrative, on va dire ça. On connaît bien, nous, l'administration française. Et Dupontel va nous raconter un petit peu ça. Et dans cette guerre administrative, pour retrouver cet enfant, elle va rencontrer le personnage d'Albert Dupontel. JB, merci, qui lui est en plein burn-out et qui va tenter de mettre fin à ses jours. Et en parallèle, un autre personnage, je cherche son prénom parce que je l'ai mangé aussi, Monsieur Blin. Ouais. Voilà, on pourrait rajouter un D, ça ferait blind. Je pense que c'est le lien qui veut dire aveugle. Bah oui. Merci mon chat. Waouh. Et du coup, ce personnage qui est du coup, j'ai perdu ce que c'était. On va pas y arriver avec un archiviste. Donc voilà, Suze Trappé, atteinte d'une maladie, elle va vouloir retrouver du coup son enfant et elle va rencontrer dans sa démarche administrative Monsieur Blin, un archiviste aveugle assez débordant d'enthousiasme, et JB du coup qui est en burn-out et qui tentait de mettre fin à ses jours. C'est un trio de personnages qu'on va retrouver dans ce film-là qui est assez mordant, assez sympathique. Et avant de donner mon avis, toi Coralie, qu'as-tu pensé de Adieu l'écran? Eh ben, je l'ai trouvé super. Franchement, il a une énergie, je trouve, ce film. Il dégage quelque chose. Déjà, j'aime beaucoup ce que fait Dupontel. Et là, rien à dire. J'ai un gros kiff. Franchement, le souvenir que j'ai de l'avant-première, c'est que juste de A à Z, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de faute. J'ai trouvé qu'il était juste, il critique aussi également notre société. C'est aussi une critique, oui, de ce qu'on vit, de ce que vivent les gens, parce que c'est vrai qu'on est dans une période où il y a beaucoup plus de gens qui font de burn-out ou de dépression, et du coup de suivre ces personnages tout en critiquant la société. Donc c'est la critique dans le sens où les gens sont toujours débordés, les gens sont épuisés, les gens sont fatigués émotionnellement, et ça arrive du coup à beaucoup de burn-out. Il y a aussi la critique de l'administratif, en fait une critique administrative, le processus qui est long, les démarches qui sont longues, cette lenteur qui nous fatigue aussi beaucoup. Et voilà, je les trouve vraiment bien, et le trio a du mordant. Il est cool, ouais, franchement il marche bien. On a bien rigolé, on a passé vraiment un bon moment, et je le recommande vivement, chaudement. Voilà, il ne faut pas louper ça. Voilà, c'était pourri ma blague. C'était pour le côté aveugle? Oui. Ah ok, très bien. Ça faisait trop loin déjà. Ok, donc oui, t'as raison. C'était nul. Non, voilà, n'écoutez pas ma blague. Je n'en fais pas toujours des bonnes. mais du coup, non, franchement, péchu, dynamique. Ce qui est bien, c'est qu'il est à la fois touchant, et en même temps il est drôle, quoi. Donc ça mélange deux émotions fortes qu'on aime retrouver dans le cinéma, et là franchement c'était juste jouissif d'aller le voir, quoi. Donc un très bon moment. Oui, moi les films d'Albert Dupontel, effectivement, en général, pareil, je crois qu'il y en a très peu que j'ai pas apprécié, ou en tout cas j'en ai pas en mémoire. Même Revoir là-haut, qui était une adaptation littéraire, qui était aussi un film assez intimiste, qui était très joli, qui avait une belle mise en scène. Il faudra que je te le fasse découvrir. Je crois que tu l'as loupé, celui-ci. Oui, celui-ci, je l'ai pas vu. Voilà, moi j'étais bercé avec Bernie, avec Enfermé dehors, avec 9 mois ferme aussi, qui était très sympathique. Voilà, Dupontel, c'est encore, je pense aujourd'hui, un des auteurs français les plus intéressants, qui a toujours ce côté un petit peu, il a un peu cette image de rebelle français qui veut toujours taper sur la société, parce que chacun de ses films tape sur la société qui nous entoure. Et là encore une fois, même si je trouve que dans ce film-là, il commence à être un peu plus humaniste, il y a une douceur qui était des fois parsemée dans ses anciens films, et là qui se concrétise vraiment. Parce qu'on suit vraiment ces trois personnages qui ont un parcours et un background totalement différent, puisque Virginie Efira et Albert Dupontel sont deux personnages qui sont un peu des combles, puisqu'il y en a une qui va mourir et qui fait tout pour rester en vie et pour trouver sa vie via cet enfant qu'elle a abandonné. Et en parallèle, elle fait tout pour rester en vie, c'est qu'en fait elle se dit qu'elle va rechercher. Métaphorique. Ah oui. C'est via la recherche de cet enfant, elle veut trouver sa vie en fait, sa raison de vivre. Parce qu'elle a laissé passer, ce qu'elle a regretté.
regretter en fait toute sa vie. Et le personnage de Dupontel, Luc, du coup, qui a tout pour vivre, mais qui décide de mettre fin à ses jours parce que la société est trop lourde pour lui. Et c'est ces deux personnages qui vont s'entraider en parallèle de Monsieur Blin, du coup joué par Nicolas Marié. J'adore cet acteur, moi je l'ai découvert dans d'autres films de Dupontel, mais dans 99 francs il joue un patron, un PDG hors norme. En fait il a toujours des rôles très très intéressants. Bref, en tout cas voilà, ce trio de personnages a beaucoup d'amour à partager. C'est des personnages qui sont perdus en plus, un peu comme nous dans la société actuelle, puisqu'on a tellement noyé d'infos, de choses à faire, il faut que tu fasses ça pour faire ça, pour avoir cette info il faut que tu fasses ceci. Bon bref, c'est assez compliqué. Un labyrinthe dans lequel on se perd et qui... Ouais. Et l'empathie, elle marche toujours avec ces personnages-là. Virginie Fira, qui n'a pas été actrice à la base et a un parcours d'actrice qui est quand même très beau, qui a fait toujours j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Du coup voilà, mais pour vous dire que ce film, je l'ai beaucoup apprécié effectivement. Puis la mise en scène de Dupontel, j'adore. Ouais, il a une façon de filmer, j'aime trop comment il fait ça, puis on reconnaît bien sa patte en fait, je trouve. Puis Dupontel a toujours une façon de raconter des histoires, d'une façon un peu comme une fable, comme un conte moderne. Effectivement, dans la mise en scène, c'est péchu, c'est dynamique, il y a un beau montage. Il y a des clins d'œil, il y a certains montages qui sont un petit peu du film de genre. Il y a du montage, c'est de la comédie pure et dure, et d'autres, ça va être du drame. En fait, il arrive à mêler, à faire sa potion magique, j'ai envie de dire, et à rendre ce film très intéressant, alors que sur le même thème, parce que c'est quand même un film sur un drame social, ça aurait pu être une chiantise à mourir, mais quand c'est Dupontel, c'est juste brillant. Ah ouais. Voilà. Que dire de plus? Non, après, après on a la musique du film. Alors j'ai plus trop souvenir de la musique du film. Faudrait qu'on se le revoie. Elle m'a pas marqué particulièrement, mais la photographie, la mise en scène, le casting, tout est bien soigné, tout est bien fait. Même l'affiche est cool d'ailleurs. Ouais. Faut le noter, c'est rare un film français que les affiches soient vraiment intéressantes. Donc voilà les souvenirs qu'on en garde. Je pense qu'on ira le revoir dès qu'il y aura le déconfinement, le revoir. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, si vous aimez Dupontel, vous ne serez pas déçus. Et au contraire, je trouve qu'il a passé un palier. Donc c'est encore plus humaniste dans sa façon de traiter. Je trouve qu'il dégage encore plus d'émotions celui-là. Ouais, et puis de cogner sur la société. Et c'est des personnages comme nous qui vont essayer de se relever et qui font avec ce qu'ils ont. Et c'est pas forcément pour pointer du doigt, ça c'est mal, ça c'est horrible. Non, c'est pas du misérabilisme, c'est juste comment des personnages vont essayer de tergiverser pour réussir à leur fin. Voilà un petit peu tout ce qu'on a pu ressortir de nos souvenirs sur Radio Les Cons. Du coup, on va passer tout simplement au prochain film. C'est prêt, bande-annonce? Bande-annonce. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay that we living this way. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying. Vous venez de voir la deuxième bande-annonce de notre sélection de ce mois-ci. Ne pleure pas Coralie, même si c'est un film assez triste dans un sens. On va vous parler de Drunk. Du coup, réalisé par le Danois Thomas Winterberg, le réalisateur notamment de Festen, qui revient cette année avec un film qui marche aussi très fort en salle et on est assez content. Nous, on l'a découvert à l'Absurde Séance à Nantes, mais il est disponible maintenant, il était disponible en tout cas dans toutes les salles nantaises et de la région, avec Mads Mikkelsen en tête du casting. Coralie, c'est toi qui vas nous pitcher ce film. Donc ça raconte l'histoire de trois amis et enseignants dans le même établissement. Ils sont 4, je crois. On recommence tout. Et c'est toi, Coralie, qui va nous pitcher ce film. C'est facile. Attends. Et c'est toi, Coralie, qui va nous pitcher ce film. Non, franchement, faut que j'arrête de rigoler. Vas-y. Et c'est Coralie qui va nous pitcher le film.
Je comprends pas pourquoi, je comprends pas pourquoi c'est drôle. Moi non plus. Ça va fourrer nerveux. Donc alors Drunk, ça raconte l'histoire de 4 amis qui sont enseignants dans le même établissement. Et on va dire que bon, dans leur vie actuelle, ce n'est pas folichon. Et il y en a un qui aurait entendu parler d'une expérience sociale à faire, qu'un psychologue norvégien conseillerait, c'est-à-dire de consommer de l'alcool chaque jour, mais une certaine dose, 0,5 g, et pour avoir, pour être au mieux de ses compétences, au mieux de son dynamisme dans sa vie en général. Donc voilà, et puis forcément avec la suite des événements, il décide de le faire. Il décide déjà de le faire, et vous imaginez bien de la suite, ça va mal tourner. Voilà, donc on vous en dit pas plus. Oui, mais bon, on vous en dit. En tout cas, ils se lancent dans ce défi, voilà. Et on va voir les répercussions que ça a sur leur vie. Je pense que voilà, on peut être résumé comme ça. Alors qu'en as-tu pensé, Fabien ? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, Drunk ? J'en suis pas ressorti saoulé du film, ça c'est important, au sens large comme au sens figuré. Non, plus sérieusement, moi c'est un film que j'attendais dès que j'en ai entendu parler, parce que alors Winterberg, j'ai pas vu Festen, mais j'en avais vu d'autres et je sais plus lesquels. J'en ai vu un autre, c'est sûr. Je crois que j'avais vu La Chasse avec Mads Mikkelsen aussi. De mémoire. Bref, en tout cas, c'est un réalisateur qui n'était pas inintéressant à mes yeux, puisqu'il a une façon de raconter des drames sociaux aussi, parce que c'en est aussi un dans ces deux genres. En plus, on est plus sur des films d'auteur, effectivement. Et là, de voir la pente, la remontée, et peut-être la deuxième pente de 4 hommes par rapport à leur vie respective était assez intéressante, notamment parce que déjà le casting est génial. Les 4 comédiens principaux ont vraiment une trogne, ont vraiment une tête, ont vraiment une empathie qui est forte. Et justement, moi ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est que malgré une petite longueur que je trouve au film, surtout en début de deuxième partie, c'est que ce film-là, à ce qu'on pourrait penser, n'est pas là pour vous dire « Ah, l'alcool c'est pas bien, l'alcool faut pas boire » ou « L'alcool c'est mauvais ». Oui, effectivement, l'alcool ça tue les gens, il faut en être conscient, il faut faire gaffe à ça. Mais en tout cas, le film va montrer un petit peu comment cet alcool va les désinhiber, qu'est-ce que ça peut leur apporter, mais est-ce que c'est uniquement l'alcool qui peut leur apporter ceci, puisque ces personnages-là, effectivement, ils enseignent. Le personnage principal, Mads Mikkelsen, on va se pencher sur lui, enseigne vraiment comme un pied. Il motive pas ses élèves au début du film, ils sont pas du tout attrayants. Et dès qu'il va commencer, alors qu'il était considéré comme un bon enseignant, comme un des meilleurs acteurs, voilà. Je pense qu'il devient un petit peu aussi blasé de son travail, avec l'expérience. Blasé de leur vie en général. Blasé de leur vie en général. Il a avec sa femme, c'est plus très fusionnel. Avec son fils, c'est très. Ses fils, il en a 2. Ses fils, pardon, oui, c'est très distant. Donc il va essayer effectivement d'utiliser ce prétexte de cette théorie de boire 0,5 g. Donc au début il commence avec ça, et puis au fur et à mesure chacun va un petit peu faire à sa sauce. Effectivement, et on va voir les pentes et les repentes de ces personnages-là. Et je trouvais ça plutôt intéressant, plutôt original d'amener comment un homme peut se sortir d'une vie qui commence à le rendre quotidiennement elle est monotone, quoi, monotone et tristounette, on va dire, à les rebooster, à les repomper en mieux, mais forcément, là, comme c'est que l'alcool qu'ils utilisent pour revivre un petit peu ce qu'ils ont pu être, parce que c'est aussi une histoire de qu'est-ce qu'on a imaginé être quand on était à l'université. Il y a certains flashbacks qui nous disent, voilà, ils auraient aimé être ceci, est-ce que le parcours est le même, est-ce que le parcours est celui qu'ils ont voulu. Donc il y a ce côté contrôle du destin, et en même temps être frustré de ce qu'on n'a pas pu faire ou de ce qu'on est devenu peut-être. Alors c'était très condensé, très dense ce que je viens de vous dire, je suis parti un peu dans tous les sens, mais pour vous dire que j'ai apprécié le film. Je vois dans la tête des Coralie, elle me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Non, pas du tout. En gros, effectivement, ce film, il est assez dense, il y a beaucoup de choses qui se passent, et en même temps, ça peut être résumé très simplement, mais moi je l'ai beaucoup apprécié, puisqu'effectivement, il a cette façon d'accrocher les personnages et d'accrocher le spectateur. T'as envie de savoir, t'as envie d'aimer ces personnages, même s'ils sont au plus mal, au plus bas. Et ça, je trouvais que ça plutôt bien amené, plutôt fort, et jusqu'à la fin du film d'ailleurs, qui est presque une danse de fin, une célébration de la vie. Bref, je voulais pas trop m'emporter, je suis parti un peu loin. Toi, Coralie, peut-être avec tes mots, qu'est-ce que tu as pensé Je suis pas sûre que ce sera mieux. De Drunk. Drunk, pour moi, c'est bourré de bonnes choses. Bien. Allez, ça y est, il est placé.
Non, franchement, moi, Drunk, j'ai pris un réel plaisir à le voir. J'avais très envie d'aller le voir déjà de base et j'en ai pas été déçue. Ah oui, parce que moi je l'ai vu à l'absurde séance, oui, mais toi tu l'as vu rattrapé après. Moi je l'ai vu qu'après. Autant je l'ai pour vu moi. qu'après et du coup, bon, je l'ai trouvé vraiment génial. En plus, c'est un sujet qui n'a pas été encore traité de cette façon-là au cinéma. Donc de voir, en plus, moi j'adore les expériences sociales, voir comment les gens vont réagir et tout ça. Voilà, forcément, c'est un film. Donc voilà, ça montre comment les gens pourraient réagir à travers ces 4 personnages. On voit bien qu'ils vont réagir de façon complètement différente. Et je te coupe 30 secondes, en plus cette théorie sociale, elle sort de nulle part. Ils ont entendu ça, ils ont lu ça. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien qu'à approuver. Mais c'est juste que c'est là, à la base, c'est une expérience sociale, quoi, du coup. Mais j'aime beaucoup voir comment les gens vont réagir, comment l'entourage aussi va réagir. Et du coup, bah là, c'était tout bénef pour moi. Donc, non, Drunk, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que autant la musique que la mise en scène, que le jeu d'acteur, que... Non, tout était bien. J'ai même pas trouvé qu'il y avait spécialement de longueur. Au contraire, j'avais hâte de savoir un peu comment ça allait se passer et comment ça allait se terminer, même si j'en avais voilà, j'avais mis l'hypothèse de la fin, mais non, je l'ai trouvé vraiment bien. Et puis, là aussi, je trouve, et alors voilà, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve aussi que c'est une critique de la société, là encore. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on retrouve des personnages qui commencent à être lassés de leur vie, en fait, qui commencent à être un peu dans le regret, ou qui aimeraient se redynamiser, retrouver une certaine dynamique dans leur vie, autant dans leur couple que dans ce qu'ils enseignent. Voilà, ça devient mou, en fait, et je pense qu'en tant qu'être humain, je pense qu'on est tous à un moment traversés par cette phase où voilà, on se remet un peu en question, on se demande ce qu'on aurait pu mieux faire ou pas, peut-être les opportunités qu'on aurait loupées. Enfin, on a tous, je pense, une petite période où c'est un peu... Nos vies sont peut-être un peu monotones et qu'on cherche des moyens de redynamiser nos vies, un peu de leur retrouver un sens. Mais surtout en fait. qu'on s'abat que sur les points un peu négatifs et plus sur ces personnages. Ils ont quand même s'il y en a certains qui n'ont pas tout dans leur vie, mais le personnage principal, il a une femme très bien, il a des enfants très bien, c'est juste qu'il ne prend pas le temps de faire ou le temps de dire tiens, ce que j'ai, c'est quand même important, j'ai la chance d'avoir ça, de l'embellir. Pas assez reconnaissant en fait des choses, et puis le côté un petit peu où on se lasse, c'est que des fois on ne fait plus assez d'efforts, ou on ne prend plus assez en compte certaines choses qu'on a autour de nous qui sont pourtant très importantes. Et du coup, je trouvais ça bien aussi. Donc là, ils font cette expérience du coup des 0,5 grammes au début, puis après, chacun va doser en fonction de ce qu'il a envie. Parce qu'ils ont envie, en fait, ils voient que ça marche bien au début, donc ils se disent, allez, on va voir jusqu'où ça peut nous emmener, ça se trouve, ça peut nous emmener encore vers le meilleur. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils font ça avec de l'alcool. Donc on se doute bien quel problème ça entraîne, l'alcoolisme, la dépendance. Donc voilà, moi je l'ai trouvé vraiment bien. Il y a des scènes qui sont vraiment drôles, comme dans le supermarché. Moi, c'est vrai que ça m'a fait rire quand ils arrivent dans le supermarché tous les 4 ensemble. Non, puis il y a des scènes, même la scène de dialogue, le premier repas qu'ils ont ensemble, elle est hyper bien mise en scène. Elle peut sembler longue, même c'est parce que j'ai trouvé le plus long, mais elle est bien mise en valeur. Il y a vraiment, il pose les choses et à chaque fois, il prend le temps de nous expliquer pourquoi ce personnage il pense ça, pourquoi lui il est comme ça. Les personnages sont vraiment bien amenés, bien construits. Et on s'attache vraiment à tous les personnages. Moi, je trouve que c'est un point fort du film. Ouais. Puis on voit en fait un petit peu aussi comment chacun va réagir face à l'alcool. Et forcément, on est tous aussi différents par rapport à ça. Donc d'ailleurs, on va faire l'expérience. On va boire une bière là et on va voir si on tient jusqu'à la fin de l'émission avec 15 bières en plus. Voilà. Non, mais si vous ne comprenez pas, ce sont normal. C'est vrai que forcément, comme chacun est différent face à l'alcool, face à l'euphorie de l'alcool, ça va amener des parcours différents puisqu'en plus chaque personnage est différent. Parce qu'on sait très bien que l'alcool, quand on boit l'alcool, quand on fait la fête ou quoi que ce soit, on a moins peur, on a moins de mal à s'exprimer. Voilà, ça nous désinhibe. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ça nous désinhibe jusqu'à un certain degré où après, tu vomis ou tu vomis pas. Voilà, c'est ça. Et à la fin du film, on a envie de savoir si dans leur vie ils vont vomir ou pas. C'est ça le. Non, mais c'est comme d'habitude, tout est une question d'équilibre, tout est une question de ne pas abuser de certaines choses, surtout des choses où malheureusement il y a une dépendance après qui se crée et ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien après. Et voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ce film, ils traitent le sujet de... eux, ils prennent l'alcool en mode oui, ça va nous amener dans le meilleur, ça va nous amener, on va avoir plus confiance en nous, on va faire plus de choses bien dans nos vies, alors qu'on n'a pas besoin de l'alcool pour ça. Et ils c'est ce que le film dit aussi. En fait, le film prend
prend pas forcément parti, mais te fait voir ce qui peut être bien, ce qui peut être pas bien, et à quel niveau il faut prendre sa responsabilité. Ouais, parce que même la scène qui m'a fait rire, et là où on voit justement que l'alcool a cet effet-là et que ça peut être bien dans certaines circonstances, c'est quand le jeune passe son examen, il a déjà redoublé, là je spoil, hein, du coup, voilà. Oui, petit spoil. Il a déjà redoublé, il est très très stressé par l'examen, et l'un des enseignants qui fait partie là du quatuor, voilà, lui conseille de boire un petit peu, de boire 2 petits coups pour lui faire redescendre la pression qu'il se met à lui-même. C'est pas ce qu'on vous dit de faire. Non. Hein, c'est des étudiants qui nous regardent. Un passage du film. Voilà, mais en tout cas, c'est mais pour quelqu'un qui est très stressé, etc., l'enseignant lui conseille de faire ça et il réussit à avoir son examen. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a à la fois, on va dire, du positif et le négatif que ça entraîne, mais tout est une question de dosage. Oui, et le film a une trajectoire réaliste, je veux dire même la fin est réaliste, sans spoiler. Ouais. Donc oui, non, on trinque à ce film, j'ai envie de dire. Troisième blague, allez, c'est passé. On n'arrête pas. Mais en tout cas, Drunk, voilà, c'est un film très intéressant, un film qu'il faut voir, qui est à voir en tout cas, et il mérite son succès aussi en salle, donc on est très content. Puis un film, c'est pareil, il est un peu comme Adieu les cons, c'est un film sociétal, enfin je sais pas si oui, alors deux trajectoires et deux approches différentes. Voilà, c'est différent, mais ça traite un peu, c'est le même thème quoi. On est dans l'air du temps aussi, encore une fois. Effectivement, très bien, et bien on va passer au troisième film avec la nouvelle bande-annonce. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Et vous venez de découvrir la troisième bande-annonce de notre sélection de ce mois-ci. On passe sur un univers complètement différent, même si ça peut être en lien avec l'actualité en termes d'épidémie. Oui. Mais en tout cas, on va vous parler de Peninsula, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, qui n'est pas un film d'ailleurs anglais, puisque c'est un film coréen qui est réalisé par Sang-ho Yeon, je sais pas si je le dis bien, mais excusez-moi la prononciation, qui faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes de cette année 2020, qui s'est tenu essentiellement en ligne, puisqu'il avait été annulé physiquement, et qui fait partie, et ça je l'ai appris en faisant des petites recherches sur le film, d'une trilogie de zombies qui a été initiée par ce même réalisateur, puisque c'est la suite du Dernier Train pour Busan, de Wuhan, non je sais plus. Petit clin d'œil. Non, en tout cas, rien pour Busan, je crois que c'est Busan. Dans le film, ils disent Busan, je sais plus. Bref, en tout cas, et il y a un autre film, et je crois qu'il est dans les bonus du Blu-ray du Dernier Train pour Busan, qui s'appelle Seoul Station, qui est un film d'animation qui dure 1h20 et qui est sur aussi une épidémie de zombies et une propagation de virus. Voilà, mais que je n'ai pas vu pour Seoul Station. Voilà, donc c'est une trilogie et le réalisateur voulait faire 3 films liés à cette thématique-là. Et Dernier Train pour Busan et Peninsula, sa suite qui vient de sortir, est en lien direct. Puisqu'on est 4 ans après le Dernier Train pour Busan, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais très rapidement résumer le premier film. Le premier film, on suit différents personnages qui vont se retrouver à prendre un train pour aller à un point A à un point B, sauf que c'est le dernier train à peu près potablement sain, puisqu'une épidémie de zombies s'est déclarée dans la ville, c'est en Chine, je crois que ça se passe, ou en Corée, je sais plus. Non, je crois que c'est en Corée. Je crois que c'est en Corée, effectivement, parce que c'est les Coréens, je pense qu'ils ont dit que c'est en Corée. Donc c'est en Corée, effectivement, et du coup, y a une épidémie va se propager, et des zombies, il va falloir survivre avec les différents personnages. Là, on est du coup 4 ans plus tard, il reste forcément des zombies encore partout dans la péninsule, et on va suivre un petit groupe de soldats qui va être forcé d'aller récupérer une grosse somme d'argent là où est parti le cluster, en tout cas l'épidémie de cette maladie. Voilà, pour se faire racheter, puisqu'ils sont un petit peu, ils sont un petit peu décrits comme effectivement des réfugiés, puisqu'ils ne sont plus en Corée, ils sont en Corée du Nord, je crois, parce que ils en parlent. Ouais. Je crois qu'ils sont en Corée du Nord, et là-bas ils sont mal vus, puisque comme ils venaient de Corée du Sud et qu'ils ont dû fuir ceci à cause de donc ils sont poussés un petit peu à retrouver leur valeur et à se racheter une vie, mais au sens la physique du terme, parce qu'il faut qu'ils retrouvent de l'argent pour pouvoir reconstruire leur vie. Forcément, ça risque d'être dangereux et compliqué, mais dangereux surtout. C'est plus que compliqué là. Très bien, Coralie est à fond dans le film, ça se voit. Coralie, qu'as-tu pensé de ce film de zombies, Peninsula ?
qui est la suite du dernier train pour Busan que tu t'es fait voir du coup récemment pour pouvoir appréhender la pour suite. pouvoir bien suivre. Et déjà le dernier train pour Busan, je l'ai trouvé génial. J'ai passé un très bon moment devant et du coup j'avais envie de voir Peninsula pour avoir la suite un petit peu. Et contrairement aux critiques que j'avais vues, moi j'ai pas été déçue. Je l'ai pas trouvé catastrophique. Ouais, c'est vrai que les critiques ont été très méchantes avec lui. Les critiques ont été vachement violentes avec lui, avec ce film-là, et je me suis dit waouh, ok, si c'est à ce point-là. Et du coup, j'appréhendais un peu d'aller le voir et finalement, j'ai même pas été déçue. Je trouvais que ça allait. Franchement, j'ai quand même passé un bon moment devant. On s'est pas ennuyé. Il y avait, je trouve qu'à un moment, ça commençait à tirer un petit peu en longueur. Mais franchement, il se tient le film. Il se tient, il se regarde de A à Z. Je trouve que même au niveau du scénario, c'est bien cherché, c'est bien amené. Il y avait même ce qui était marrant, et je pense, parce que je te l'ai dit pendant qu'on le regardait, mais j'ai vu 2-3 petits clins d'œil, alors involontaires, mais à Last of Us 2, donc ça m'a fait rigoler, en termes de zombies ou en termes de... En termes d'univers et, vraiment, et de décor aussi, surtout. Ouais, ça m'a un peu tapé dans l'œil. Voilà, surtout la scène où on voit je spoil, mais ça vous spoil pas l'histoire. Il y a des zombies dedans ? Oui, mais... ouais, c'est spoilé. Je suis désolée, je t'ai spoilé. Non, il rentre dans un établissement et on voit en fait plein de cadavres en fait qui sont pendus, et ça m'a fait penser à une des séquences de Last of Us 2 qui était très similaire. Mais je pense que c'est de la coïncidence totale, puisque le film a été tourné je pense déjà il y a un bout de temps, et The Last of Us 2 pareil, il s'est travaillé sur plusieurs années et soit à quelques mois d'écart. Ouais. Mais c'est juste que ça m'a fait rire en fait la coïncidence quoi. Donc voilà, et puis non, je l'ai trouvé bien, les personnages aussi sont bien. Franchement, le jeu d'acteur, il n'y a pas grand chose à dire parce que je trouve que tout le monde joue bien. Non, voilà, moi je l'ai bien aimé. J'ai pas été déçue comme ce que beaucoup malheureusement le sont, mais bon, après c'est les goûts et les couleurs. Hein. Et non, même, il y a le côté un petit peu, voilà, on sait à quoi s'attendre, forcément, Dernier train pour Busan, moi je l'ai trouvé génial. Là, il y a le côté, on connaît l'univers, on sait ce qui se passe, on se doute que c'est de nouveau un survival. On connaît un peu les gimmicks du réalisateur, parce que c'est le même en plus. Ouais, en plus. Donc on connaît un peu sa façon de mettre en scène et d'amener les choses. Oui, complètement. Non, puis même le duo, il y a deux petites filles qui sont ensemble, là, qui sont sœurs. Alors je vais pas dire les noms, parce que je vais me noyer. Bref, le duo des deux filles, moi j'aime beaucoup. Parce que du coup elles ont grandi dans la péninsule, elles sont restées là-bas malheureusement parce qu'il y a quand même quelques survivants dans la péninsule, et du coup j'aime bien le duo, et puis non, je trouve que à la limite, le personnage, parce qu'on s'est fait la réflexion, qui sert le moins, c'est le grand-père dans la famille, qui finalement on se demande un petit peu ce qu'il amène en fait. Et encore, j'ai envie de dire que ce groupe de personnages qui est une famille qui essaie de survivre dans la péninsule, c'est pas le groupe de personnages qui est le plus mis en avant, ou en tout cas c'est pas leur trajectoire qui est le plus développée dans le film. Ça reste des personnages quand même assez secondaires pour moi. Oui, secondaires. Oui, mais c'était juste que chacun je trouvais amener quelque chose, et que le personnage du grand-père dans cette famille-là n'apportait pas grand-chose. Il aurait été là, il aurait pas été là, ça aurait pas changé grand-chose. C'est un peu lui Deus Ex Machina par rapport à ce qu'il tente de faire tout le long de l'histoire, qu'on apprend à la fin, si c'est vrai ou pas, mais à part ça, effectivement, ça n'a pas grand-chose. Non, puis les scènes de combat sont bien, voilà, pas de déception par rapport à ça. Et toi ? Et moi ? Du coup, je t'ai montré et j'ai re-regardé Le Dernier train pour Busan. J'en avais pas une bonne expérience à l'époque quand je l'avais vu au cinéma, le premier film, parce que je l'avais vu au Gaumont et je trouvais que ça se prêtait plus à effectivement une absurde séance. Oui, c'est vrai. C'est quand même des films de zombies assez décomplexés, c'est assez jouissif, il y a du fun, c'est dynamique, c'est testostéroné à mort, les personnages sont quand même un petit peu des fois caricaturaux, mais... du coup, c'était plus ce qui m'avait peut-être plus déplu, ou lequel j'avais plus de mal, et maintenant j'en regarde un peu plus, donc je suis peut-être plus habitué, c'est au jeu des comédiens coréens et à la façon de jouer asiatique sans être méchant, puisqu'effectivement, eux, ils ont une façon de jouer qui se rapproche d'abord plus du théâtre que du cinéma. Aux États-Unis, il y a l'acteur studio. Dans les pays asiatiques, le théâtre est vraiment une grosse part du marché d'acting. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le film, autant le premier que le deuxième, ils arrivent toujours à t'amener une grosse blague,
blague bien placée, beaucoup plus subtile que dans un Marvel par exemple. Et juste après, ils vont mettre une musique hyper triste et il va y avoir un côté dramatique hyper fort. Et des fois, c'est que ça passe du tout au tout tellement rapidement que des fois, moi, ça me désarçonnait et que le premier, j'avais dû pas trop l'apprécier pour ça. Mais en le revoyant, je l'ai beaucoup mieux apprécié. Moi, la critique aussi un petit peu sociétale au-delà du virus sur le fait, dans le premier, je parle toujours, de critiquer les différentes classes sociales, les différentes valeurs philosophiques des personnages. Dans le 2, c'est un petit peu moins développé à ce terme-là, parce que les personnages, il y a moins de classes sociales différentes. Il y a la famille qui essaie de survivre, il y a les soldats, les gros bourrins, et puis il y a les autres survivants qui sont des sortes de bandits, la Mad Max qui essaie de survivre, qui ont une arène pareille où il faut qu'ils combattent des zombies, ils essaient de se divertir avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils peuvent et de survivre avec les rations qu'ils ont. Bref, et du coup effectivement j'avais quand même hâte de voir le 2. Pareil, j'ai vu les critiques horribles, la photo est dégueulasse, on voit que c'est des fausses nuits, dès qu'il fait rouge c'est des couleurs très rougeâtres, très moches. C'était dur je trouve quand même. C'est un parti pris qui est là, mais franchement ça m'a pas fait sortir du film, j'ai pas trouvé ça moche visuellement, ça se tient, même si effectivement les deux films sont assez différents dans la photographie, puisque dans le premier ça se passe très souvent de jour, dans le 2 là c'est presque très souvent de nuit. Mais les nuits américaines, excusez-moi, en 2020, ça ne me choque pas. Les nuits américaines, c'est quand il fait nuit et que c'est très bleu et que tu vois limite les ombres des personnages parce que tu vois que c'est des fausses nuits. Il y a d'autres films américains, il vaut largement un blockbuster américain d'aujourd'hui. Je trouve que j'ai plus pris plaisir à regarder peut-être Peninsula que regarder un film de zombies qui pourrait sortir aux États-Unis, que par exemple, que j'avais pas forcément aimé. Par exemple, je préfère largement regarder ceci. Bref, et le 2, je l'ai trouvé effectivement un petit peu en dessous par rapport au premier, mais ça fait le taf. Ça se tient, c'est toujours aussi fun à regarder. Les personnages, même s'il y a d'autres caricatures, mais sont bien amenés. Tout se lit plus ou moins. Voilà, je trouve que l'ensemble est plutôt fun à regarder. On n'a pas eu la chance de le voir en VO, ça aurait été bien de le voir en VO comme le premier, mais la VF, ça passe. Voilà, donc non, moi j'ai passé un bon moment, c'était plutôt fun. Ça c'est le type de film que tu peux te tenter si tu as envie, pour ceux qui peuvent, en 4DX, parce qu'effectivement, franchement pour le délire c'est cool. Et non, je trouve qu'il y a des bonnes idées, c'est punchy, effectivement, ça fait du bien de voir des films un petit peu comme ça où ça rentre dans le tas, mais en même temps il y a une proposition, il y a quelque chose derrière, même si c'est pas forcément toujours très original dans le film de zombies, parce qu'on en a vu beaucoup. Donc voilà, je sais pas si ça valait une sélection au Festival de Cannes, certes, mais c'est un bon film, c'est fun, ça fait du bien de voir ce genre de film. C'est un film décomplexé. Et voilà, il est plutôt cool. Le casting, je vous laisserai regarder, je vais pas écorcher tous les noms, mais voilà, très bien. Et bien maintenant, on va passer du coup à notre dernière sélection de ce mois de octobre. C'est parti. Et le dernier film qu'on vous propose, en tout cas qu'on voulait en parler, qui était pour moi un des films à qui j'attendais le plus dans le débat, puisque Mathieu, je ne sais pas ce qu'il en pensait. Alors Mathieu, si tu vois ce film, si tu l'as vu, je ne sais pas, n'hésite pas à me le dire. Et je sais que Gabriel n'a pas du tout aimé. En tout cas, ce film australien, qui est un film de genre, qui est un film d'épouvante horreur, entre les deux, qui s'appelle Relique, que moi j'ai découvert très récemment en termes de promo. Et que j'avais hâte de voir, et qui est sorti début octobre dans nos salles. Et c'est toi, Coralie, qui va essayer de nous pitcher, parce que c'est pas évident, je suis d'accord. Alors là, ça parle d'une famille, donc on suit Edna, qui est la matriarche dans la famille et qui est veuve également, qui va être portée disparue, et du coup, il va y avoir sa fille et sa petite fille qui vont venir dans sa maison pour essayer de la retrouver. Et elle va réapparaître 3 jours plus tard, du jour au lendemain. Voilà, du jour au lendemain, elle réapparaît, mais quelques jours après. Et voilà, il va se passer des phénomènes un peu paranormaux par la suite, des choses étranges. Et voilà, je ne vous en dis pas plus parce que sinon, je vais vous spoiler la fin. Voilà, puis on va essayer, on risque de spoiler un petit peu le film parce que pour en parler, on va être obligé, sinon on va pas pouvoir en parler grand-chose. Obligé quand même du spoil. Mais de toute façon, vous le savez, dans le argument, il y a des moments où on va spoiler. Donc le mieux, c'est toujours de regarder la critique quand vous êtes sûr d'avoir vu le film. Comme ça, vous êtes sûr. Très bien, oui, effectivement, c'est pas évident à pitcher ce film puisque, moi, je trouve que ce film est intelligent. Voilà. Je commence. Je t'en prie. Je trouve qu'il est intelligent. Je pense que ça va diviser beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes sont ressorties déçues du film ou ont peut-être rien compris, parce qu'effectivement, à la fin du film, on a quand même eu des questions qui sont restées en suspens, qu'on a essayé d'interpréter, puisque ça manque quand même pas mal d'interprétation, puisque ce film, au sens large du terme, est une métaphore
plus ou moins original de la prévention d'un deuil et surtout de la perte d'une personne dans la famille. Voilà, pour essayer d'être plus général possible. On rentrera dans les détails après. J'ai aimé ce film puisqu'en fait, l'intelligence de ce film, c'est qu'ils vont te faire croire à un film d'horreur classique presque les 3/4 du film, ce que Coralie attendait, ça allait tomber dans le piège. Moi, je trouvais ça un petit peu bizarre, donc je me suis dit, je suis pas sûr que ce soit ça. Et ils vont t'amener effectivement, peut-être qu'il y a une présence malsaine, qu'il y a des fantômes, qu'il y a un démon qui rôde autour de cette famille et qui en veut à cette grand-mère ou un truc à cette famille. Et tout le long du film, à la fin du film, tu te rends compte que c'est pas forcément ça, puisque tout ce qu'on t'a amené, la présence, le côté un petit peu glauque de l'univers, il y a un lien aussi avec une maison qui était à côté de l'autre maison qui avait été rasée. En fait, il y a plein de flashbacks qui t'amènent qu'il peut y avoir une entité et il n'y a pas d'entité. Donc voilà. Coralie, avant de rentrer plus loin dans les détails du film, tu peux nous donner ton expérience, en tout cas je pense que ton avis aujourd'hui n'est pas le même que quand tu es sorti de la séance. Oui. Parle-nous de ta sortie de séance. C'était une catastrophe. Déjà, le film s'est terminé, j'ai rigolé, donc ça sentait mauvais, clairement. Fabien qui me regarde, mais pourquoi tu rigoles ? Je comprends rien. C'est en fait, vraiment, justement, moi je suis rentrée en me disant, ça va être vraiment un film d'horreur, il va y avoir une entité ou quelque chose, une présence malsaine qui va être... Je t'arrête, tu t'attendais à voir du James Wan. Genre à l'Insidious, à la Conjuring, un truc dans ce genre. Vraiment un truc, où ça allait être vraiment de l'épouvantoir. Voilà, des jumpscares, des trucs, c'est bête, mais moi dans ma tête, je m'attendais vraiment à ça, et donc du coup, j'ai attendu ça tout le long du film. Donc en fait, il y a eu bien 2-3 fois, je me suis dit, mais quand est-ce que ça démarre, les scènes d'horreur ? Quand est-ce que ça vient ? Quand est-ce que... Et je me faisais chier. Vraiment, il y a un moment, je me dis, putain, mais ça termine quand ? Comment ça va finir ? Parce que je vois pas trop où est-ce qu'ils veulent nous emmener. Et en fait, quand le film s'est terminé, j'ai rigolé parce que j'ai pas du tout compris en fait où ils ont voulu nous emmener. Après, en prenant du recul, bien évidemment, j'ai compris la métaphore et tout ça. Et en échangeant aussi sur notre façon d'avoir vu les choses. Voilà, mais pour moi, il y a plein de choses qui pour moi ne sont pas cohérente, même là encore maintenant, après avoir pris du recul par rapport au film, il y a certaines choses, je sais pas ce qu'elles ont apporté en fait dans le film. Il y a une chose que je suis d'accord avec toi sur, effectivement ça n'apporte rien, c'est l'histoire avec le voisin et le fils trisomique qui pour moi n'apporte vraiment pas grand chose et en tout cas rien au film, à part te faire croire qu'il va se passer une autre chose ou qu'il y a un lien avec autre chose. Puis même le lien avec la maison qui a été rasée, moi je me suis dit waouh, c'est pour raconter que l'entité en fait ils ont construit la maison finalement par-dessus, il y a eu un... Mais en fait il y avait rien de tout ça. La maison il y a un sens, puisqu'en fait, on apprend que le mari du coup de Edna, cette vieille dame, a fini ses jours d'une façon assez sénile dans cette maisonnette-là, comme si on s'en était pas occupé et que effectivement sa folie se serait imprégnée des murs. Et de cette maison-là, ils ont gardé que une ouverture. C'est quoi ? Non, c'est une petite fenêtre de porte. Ça fait œil de bœuf un peu. Ouais, un peu un œil de bœuf, une sorte de fenêtre de porte qu'ils ont mis du coup sur la maison. Et cette métaphore-là on a laissé mourir quelqu'un d'une façon horrible sans vouloir s'en occuper parce que on a un rapport avec la mort qui est compliqué. Chaque personne a un rapport avec la mort compliqué. Et notamment, ça explique un twist final que personne n'a jamais compris. À un moment, ils peuvent s'échapper de cette grand-mère qui devient complètement folle et sénile. Et au dernier moment, tu as la mère qui revient et dit non, je peux pas l'abandonner, alors que toi, de base, tu l'aurais abandonné. Et pour moi, c'est toute ça l'intelligence, c'est te montrer que malgré comment tu te représentes face à la mort, face à ne plus reconnaître la personne que tu as pu aimer, que tu as connue, c'est de te battre jusqu'au bout. Et la séquence de fin, même si elle est un petit peu effectivement what the fuck dans sa mise en scène, a du sens. Pour moi, le film franchement prend son sens de A à Z. Il y a que quelques trucs que j'ai pas forcément toujours compris l'intérêt. Je peux comprendre entièrement que le film va mettre plein de gens à côté, mais moi j'ai trouvé ce film très intéressant. Non mais après la question de la métaphore et tout ça vis-à-vis de la mort, finalement après en prenant du recul, je trouve qu'elle a été bien pensée, mais c'est juste que je m'attendais pas du tout. Elle a été mal vendue alors pour toi peut-être. Ouais, je m'attendais pas du tout à ce genre de film et puis... Moi j'avais pas vu d'annonce donc du coup... Mais finalement, quand on voit en fait finalement comment tout est amené avec le principe de la folie, parce qu'en fait elle part pendant plusieurs jours, parce que voilà, je pense qu'il y a des oublis qui se font petit à petit avec l'âge, avec la vieillesse qui arrive. Il y a des choses que l'on fait, mais on sait même plus ce qu'on a fait. Et justement, c'est ce qu'elle dit, parce que c'est sa fille et sa petite fille lui demandent mais t'étais où, qu'est-ce que t'as fait, et en fait elle ne sait pas. Donc et nous on croyait à un esprit qui l'avait kidnappé, alors que c'est pas ça. En fait pas du tout. Et
même tout le truc justement, je pense que leur voisin, justement, qui allait souvent voir la grand-mère et qui, lui, justement, était souvent présent, représente peut-être le côté où représente le côté, en fait, où il a peur, justement, le de regard voir... objectif de personne. Oui, le regard objectif de la personne, justement, qui a peur de voir une personne qu'il aime profondément changer à ce point-là et de voir que la personne commence à avoir la folie en elle, un peu. Parce que, finalement, là, la personne âgée qui est Edna oublie des choses, commence à faire des choses qui peuvent être dangereuses. Il y a un truc que je me rappelle plus, ça fait déjà presque un mois qu'on l'a vu, le film. Est-ce qu'on apprend qu'elle a une maladie, la grand-mère, ou pas ? Il y a une histoire de maladie, je crois. Parce qu'on sait qu'elle va partir. Ouais. Qu'elle va mourir. Je sais plus. Je suis dans les commentaires, n'hésitez pas à me remettre. Pour ceux qui l'ont vu récemment, j'ai un doute maintenant. Ouais. Mais je trouvais que ça, du coup, le voisin représenterait peut-être justement ce regard qui fait que il a connu cette personne qu'il aime profondément, mais qui en plus l'a mise en danger parce qu'elle l'a oublié. Ça peut se coller sur ses filles et sa petite fille. Parce qu'à un moment, il y a un changement de travers. Mais là, c'est un rapport qui est autre. Ça fait pas partie de sa famille. Là, c'est un... Tu vois ce que je veux dire ? Dans le film, à un moment, du coup, c'est plus la petite fille qui est du côté de sa grand-mère qui veut l'aider. Et à un moment, il y a un point de bascule où là, la petite fille, elle ne peut plus, elle la prend pour une folle. Et là, c'est plus la mère qui va vouloir l'aider. En fait, c'est une famille, en tout cas là, c'est le portrait de 3 femmes. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir ce portrait de 3 femmes. Le film est réalisé par, je ne l'ai pas dit, Natalie Reka James, donc, qui est une réalisatrice australienne. Et en Australie, on fait des films très intéressants. On parlera peut-être de Saint-Maud le mois prochain, parce qu'on l'a vu. Il devait sortir en novembre, donc je ne sais pas si on en parlera, mais en tout cas, voilà, un film aussi australien. Et ce portrait de 3 femmes est intéressant puisqu'effectivement c'est 3 femmes qui ont quand même une certaine distance parce que la mère n'avait pas vu la fille depuis longtemps, la grand-mère... les liens familiaux sont pas très proches. Et là du coup ça pousse à bout chaque personnage, ils changent d'avis en fonction de la situation aussi assez rapidement et ça va les rapprocher au fond à la fin avec la perte de l'un. Et puis à savoir que, puisqu'on en a perdu une, la prochaine qu'on risque de perdre dans le sens naturel de la vie, ça va être la mère après. Et c'est typiquement ce que la scène de fin, sans spoiler, raconte complètement. Oui, parce qu'en fait, ce qui est marrant, et ce que là aussi je viens de me rendre compte, c'est qu'au départ, on voit surtout que c'est la petite fille qui a beaucoup plus d'empathie pour la grand-mère, c'est ça, qui va essayer de l'aider. Et finalement, à la fin, c'est la mère qui va prendre conscience que en fait elle a déjà laissé son père seul et qu'elle va se dire non, je vais pas faire ça avec ma mère en fait, et qu'elle y retourne sachant que sa fille ne comprend pas de prime abord sa décision parce que elle a le recul en disant finalement elle est complètement folle ma grand-mère, et puis ça y est, elle a pété un boulon. Mais en fait c'est là qu'on voit cette scène de fin qui est un peu déstabilisant parce que justement quand on la regarde au début on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un Gollum peint en noir, j'en dirais pas plus. Elle a chopé un coup de soleil ou quoi mais voilà, mais non en fait voilà, en prenant du recul, si c'était intéressant, mais c'est juste que je m'attendais pas du tout à ça et du coup j'ai pas eu le côté que je voulais. T'avais déstabilisé. Voilà, et du coup j'ai été frustrée et j'ai trouvé ça long. Il y a plein de côtés métaphoriques et il y a plein de côtés métaphoriques que du coup qui m'ont frustrée au début parce que je les ai pas compris. Moi j'aime bien sortir d'un film et avoir tout compris. Or des fois il faut que j'accepte le fait aussi qu'on ne comprend pas tout forcément en sortant d'un film. Des fois il faut attendre quelques temps. Une deuxième relecture effectivement, même si on comprend 10 fois plus que dans Tenet quand même, après un visionnage. Mais parce que même la scène où on voit que la petite fille est dans la maison, elle découvre en fait qu'il y a en ouvrant une porte que finalement il y a une espèce de upside down, une espèce d'autre maison parallèle finalement. Qui s'enferme, qui se resserre et tout, c'est pour expliquer l'emprisonnement de la... Voilà, mais ça aussi, quand on le voit, on se dit mais on comprend pas. Donc voilà, faut se dire que c'est pas un film d'horreur classique comme on l'entend. Classique des dernières générations qu'on a pu voir. Voilà. Et justement, c'est pour ça qu'il est plus intelligent, plus original, parce que ça aurait été un énième... comme moi je trouve que l'intro du film a fait un petit peu penser à Dans le noir, Lights Out. Dans le noir, ça part sur un truc comme ça un peu au début. C'est une vieille femme qui va être du coup qui va être observée par une entité et qui va prendre un peu contrôle de cette femme. Et le film est nul parce que ça part sur des trucs très classiques et là on est un peu dans la même chose. Qu'avant, il y avait un tu l'as vu dans le noir ou je te parle oui. C'est ça le début du film aussi. Oui, mais c'est surtout que dans le noir par rapport au court-métrage qui était génial. Au-delà du court-métrage, le film part sur autre chose. Oui, mais bon. Là pour moi, là, tu vois, Relic, c'est en fait finalement un film d'horreur métaphorique finalement. Ça fait plus ça. Parce on est même plus sur un drame horrifique.
Oui, voilà. mais ça fait même mais pas... t'as pas l'air d'être satisfait du film. Ça, tu vois, moi je l'ai adoré. Franchement, ce film. Ouais, Fabien l'a beaucoup aimé. Moi, non, pas spécialement. Tu le regarderais pas? Si, parce que... Si je l'achète, tu vas le regarder. Je sais pas, est-ce qu'on a le droit d'en voir les films qu'on a déjà vus? Des fois, ouais, quand on a vu plein de films avant, oui. Non, mais voilà, je pense que oui, il mériterait une deuxième lecture. Pourquoi tu me dis non alors? Non, mais je me parle à moi-même. Pardon. Donc oui, il mériterait une deuxième lecture quand même parce que, voilà, sachant que maintenant je sais l'univers du film et ce qu'il dégage, j'aurais pas cette attente de me dire mais quand est-ce que le film d'horreur commence? Il y a le film d'horreur, il y a bien largement d'autres choses que les James Wan ou les Insidious, les Conjuring. Oui. Il y a plein d'axes qui peuvent être ouverts. Mais là, je m'attendais à autre chose. Il y a les films très d'auteur à la Ari Aster ou la Robert Eggers qu'on a pu voir. Ouais. Il y a les films plus classiques à la James Wan, on va dire, aujourd'hui. Et il y a d'autres partis pris qui sont pour moi des films aussi un peu d'auteur, comme Relic, qui est pour moi 10 fois plus intéressant original, parce qu'il est comme ça, et non pas parce qu'il aurait été comme tu aurais peut-être voulu le voir. Oui, non, mais ça aurait été aussi intéressant. C'est juste que je m'attendais pas à ça en fait. Okay. C'est surtout ça. Mais voilà, il méritera un deuxième visionnage et puis ça se trouve je vais l'apprécier petit à petit. Voilà. Bon, en tout cas, il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui ne l'aimeront pas, il y en a qui resteront mitigés. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir et de débattre de ces films puisque c'est comme ça qu'on peut. Et d'avoir les avis de chacun. On peut avoir les avis de chacun, totalement. Très bien. Et ben on va, j'ai envie de dire, trinquons à ces quatre films qu'on a pu défendre aujourd'hui. Skål, effectivement. Qu'on a pu débattre aujourd'hui. Et on a hâte de vous revoir très vite. On a hâte que les cinémas rouvrent, surtout. Et dans un mois, je ne sais pas si on parlera de grand-chose. On va essayer de voir ce qu'il y a sur les plateformes. Je ne dis pas que c'est moins bien, mais en tout cas, je suis toujours moins hypé en général. On va voir ce qui sortira en novembre. Sur les plateformes ou sur d'autres choses, on va voir. Et on vous parlera peut-être sûrement de Saint-Maud que nous on a vu en avant-première et qui devait sortir fin novembre si je ne me trompe pas. Il y avait La Nuée que j'attendais aussi. Il y avait le film de Kaamelott qui devait arriver aussi. Bon bref, parlons pas trop de déception. On attend de voir comment se relèvera le cinéma. Et on vous dit sans doute au mois prochain pour parler des sorties du mois de novembre. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention. Regardez quand même des films, regardez notre film Halloween, etc. Et on se dit à très bientôt. 3, 2, 1. Ciao.